Monsieur, bonsoir. Il nous manque un élément de qualité. Il nous manque Daniel Compère qui a une extinction de voix et une toux inextinguible. Mais nous avons quand même des bons. Monsieur Gagnon qui nous avait fait faux bon à 2 reprises. Je vous avais fait faux bon à 2 reprises, mais à mon corps défendant. Comme c'est à votre corps défendant, vous êtes pardonné. Mon camarade Vanchi, ça va bien? Ça va bien, merci. On va parler de ce qui t'a préoccupé à ton arrivée, le Holland bashing. On va en parler rapidement tout à l'heure. Tout à fait. Eddy Barajo, comment allez-vous? J'essaie de tenir, c'est difficile. Semaine chargée. Oui. Bon, une petite information comme je vais vous donner comme ça au début. Willy Sagnol est un entraîneur de football âgé de 37 ans qui joua 9 années au Bayern de Munich et a également 50 sélections en équipe de France. Il fut considéré comme une pointure mondiale au poste d'arrière droit. Il est au club de Bordeaux actuellement en tant qu'entraîneur avec des réussites, Gabriel va nous le confirmer. Et depuis 48 heures, il est au centre d'une polémique avec des propos que je vais vous laisser juger, je ne veux rien dire, qui sont les suivants. Le joueur typique africain n'est pas cher, prêt au combat et puissant sur un terrain quand les Nordiques font preuve de technique, intelligence et discipline. Voilà, je dis que je dis rien. Gabriel. Ça, c'est le plus piégeux par excellence. Non. Bon, le propos de Sagnol ont été repris depuis 2 jours, ça fait un petit peu l'effet de la chronique. Il faut, je crois qu'on doit aussi remettre les choses dans leur contexte. La question préalable lui déposée, c'est par rapport à l'engagement des joueurs africains dans les clubs français, mais avec le calendrier de la Coupe d'Europe d'Afrique. La Coupe d'Europe d'Afrique, c'est 2 mois de compétition. Coupe des Nations. Coupe des Nations. Coupe d'Afrique des Nations. Et cela fait que pendant 2 mois, la plupart de ces joueurs sont sélectionnés dans leur sélection nationale, comme si c'est une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, mais simplement c'est que le calendrier fait que ça se passe en pleine saison des championnats européens. Et pendant 2 mois, ces joueurs, qui sont assez souvent essentiels, sinon souvent essentiels à leur club, sont absents parce qu'ils sont en Coupe des Nations d'Afrique. Et c'est évidemment, la plupart des clubs, ça fait longtemps qu'ils posent le problème, ça déstabilise l'équipe, ça modifie des fois les résultats, et ça pose un problème. Et c'était la question que j'ai posée préalablement. Et il avait un peu poursuivi dans une interview en disant, bon, le joueur typique africain, c'est un joueur qui est physique, qui est très physique, mais le football, c'est pas que ça. Le football, c'est de la tactique, c'est de l'intelligence, c'est de la discipline. Et il y a les joueurs nordiques. Ouais. Il y a les joueurs nordiques. Et il conclut son propos, heureusement qu'il y a des joueurs nordiques. Ouais. De là, les choses sont parties et on dit, le joueur africain, il a estimé que les joueurs africains n'étaient pas intelligents, n'avaient pas le sens technique, n'avaient pas la discipline, qu'ils étaient que physiques, que les joueurs nordiques avaient l'intelligence du jeu. C'est comme ça qu'il faut traduire. Là, tu nous as donné une explication de texte. Voilà. Qui est très bonne. C'est ça l'explication, ça permet à ce moment de mieux pouvoir... Et pour le reste, tu nous laisses juger comme on veut. C'est un propos qui est malheureux, c'est un propos idiot, mais c'est un propos qui n'est pas nouveau dans le milieu du football. Rappelons-nous, le verbatim qui avait sorti Mediapart, c'est une réunion à la Fédération française, la Commission fédérale, la Fédération française de football, où il y avait la problématique des joueurs physiques par rapport aux joueurs techniques. Et Blanc disait, oui, nous avons ce problème en France, où nous avons des joueurs, c'était en plus lié à la problématique des doubles nationalités, des joueurs formés en France, d'origine africaine, qui avaient une double nationalité, qui des fois choisissaient d'aller jouer pour leur pays d'origine plutôt que jouer pour la France, qui avaient un côté physique très important, alors qu'en Espagne, il disait, les Espagnols m'ont dit, ils n'ont pas ce problème parce qu'ils n'ont pas de joueurs africains, donc ils n'ont pas le problème de double nationalité, et en plus, ils ont des joueurs petits qui sont très techniques. Et de là, ça avait fait ce qu'on avait connu à l'époque. Mais parce qu'il est partagé dans le milieu du football que beaucoup de joueurs africains n'ont pas d'apprentissage, comme les joueurs martiniquais. Demandez à tous les joueurs martiniquais qui ont approché les équipes professionnelles. Le sens tactique du jeu, comme il est développé en France et en Europe, n'est pas développé ni en Afrique ni chez nous. Donc il faut l'apprendre. La discipline de jeu qu'impose les championnats européens et qu'imposent les clubs européens n'est pas la discipline de jeu qui existe dans d'autres pays. C'est valable comme pour le joueur africain, comme pour le joueur brésilien, le joueur sud-américain. On apprend à jouer au football d'une autre manière, différemment. La technique personnelle, on l'a pas.
En général, quand on est professionnel, c'est qu'on a une technique professionnelle suffisante. Et on apprend à se positionner. Ce qui fait que beaucoup de joueurs, quand on regarde un peu cette Coupe du Monde de football, je rebondis dessus, quand on regarde le résultat de l'équipe du Brésil, 3/4 de l'ossature de l'équipe du Brésil est constituée de joueurs brésiliens ayant joué en Europe. Il y a un championnat d'Europe strict, lourd, avec beaucoup d'engagement physique. Quand ils arrivent en Coupe du Monde, même s'il y a une préparation intense, mais toujours plus technique, physique non plus. Et comme on est censé voir que le football européen donne les résultats avec son style de jeu, donc tout le monde veut faire ce style de jeu avec une rigueur défensive et une rigueur de jeu qui interdit l'improvisation, le petit coup de génie, le petit coup de fil. Voilà. Mais résultat, bon, pour le propos de Sagnol, ça s'appelle un propos imbécile, idiot, mais qui malheureusement est assez souvent partagé dans le milieu du football. Dans le milieu du football. Michel, c'est pas du karaté, c'est du football, mais ça t'a choqué ou pas? Ce qui me choque dans le propos de Sagnol, c'est l'opposition entre le physique et puis l'intelligence. Bon. Qu'il y ait des éléments de formation, de comportement qui tiennent, et qui sont des éléments culturels d'ailleurs. Hein? Bon. Dans le passé, c'est ce qu'on reprochait aussi aux footballeurs antillais. Individualisme, manque de sens du jeu collectif, etc. Mais ça regroupe à la fois des réalités culturelles et qui sont attribuées à une race, à des individus. C'est là qu'on franchit l'observation de caractéristiques qui sont observables et objectives à des choses que l'on projette. Voilà, des choses qu'on projette. Dans un milieu, les milieux sportifs sont quand même généralement réactionnaires. Hein. Bon, je sais de quoi je parle. Hein. Donc c'est pas là-dedans que... Bon, et puis d'autre part, au fond, quand vient Mariam, hein, à force d'exploiter ces pauvres Africains qui rêvent dans un continent de misère, hein, parce que c'est ça le problème. Mais enfin, c'est un s'en sort très bien quand même, pas payé. Comme il le dit, hein. Ouais. Sagnol le dit. Oui. Sagnol dit, l'avantage du joueur africain, c'est qu'il coûte pas cher. Un truc qui coûte pas cher et qui donne des résultats, ça s'appelle de l'exploitation. Par ailleurs, le capitaine de son équipe, c'est quand même un Sénégalais. C'est pour ça que le propos est complètement idiot. Il est mal formulé. En fait, d'ailleurs, dans ce canal, il y a une sorte de football bashing, on va parler de bashing d'ailleurs, où ils mettent le petit journal, ils mettent les trucs, les fautes de cette terre, ils y vont là. Libération a fait un numéro, la une d'ailleurs, le numéro qui est arrivé aujourd'hui d'ailleurs, sur ce problème, et il a débordé sur le problème du racisme dans le football. Il a parlé de ce qui se passe en Italie et ailleurs. C'est terrible, la banane et tout. Bon, qui a entendu Hollande, d'accord, mais c'est tous les commentaires sur Hollande. Je sais que Michel l'a fait. Qui d'autre a écouté On travaillait, cher ami. Nous tous travaillons avec Yaka Bouanchi, qui est un super non. observateur et journaliste et qui a écouté. Moi aussi, le don d'ubiquité, tout ça. Oui. Non, surtout que j'ai pris France Inter, et que plus de 15 à 20 minutes dans les embouteillages, j'ai entendu un commentaire, un plateau de journalistes commentant la prestation avec le décalage qui a déjà eu lieu en France de Hollande face à TF1. Et pendant un quart d'heure, on a parlé du livre de Valérie Trierweiler. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a eu à se défendre de ça? Parce que les journalistes ont choisi de parler de sa vie privée, de son comportement en première partie d'émission. C'est ça. Ouais. Donc, et ça a duré près d'un tiers, d'après ce que disent les journalistes. De l'émission. Bon, déjà le choix de le faire. Et il y a quand même un journaliste qui a dit, le choix de parler de cela dans l'émission est un choix surprenant. On a répondu non, parce que c'est imposé par l'actualité. Donc les journalistes, puisque l'actualité impose des sujets qui ne sont pas intéressants, de mon point de vue, donc on les reprend. Mais qui intéressent la grande foule. Oui, peut-être, mais c'est là la différence. C'est la différence. Ou bien on a une conception du journalisme qui consiste à élever le niveau du public, ou bien on se ramène au plus petit commun dénominateur.
Et puis deuxièmement, deuxièmement, ils ont dit, oui, mais en plus, il faut en parler parce que finalement, c'est ce qu'on va retenir de Hollande. Bon, alors, exit le problème de la dette, exit le problème de la sécurité sociale, exit 1000 problèmes. 1000 problèmes. Et dit le dénominateur commun qui est la vie privée et qui intéresse le maximum de gens, qui fait vendre le plus de papier et qui fidélise le maximum d'éditeurs. Est-ce que c'est correct? Moi, je reviendrai à l'idée centrale qui est celle que la presse devrait faire des émissions sur elle-même. Dans le paysage audiovisuel français, il y avait une seule émission de critique ou d'autocritique qui s'appelait Arrêt sur image, je ne sais pas si vous vous rappelez ça, qui était extraordinaire. Et nous devrions faire notre autocritique en permanence. Et je reprendrai une phrase d'une journaliste qui a eu le courage de dire on est passé d'une presse, globalement évidemment, il y a toujours des exceptions, et je pense que sur ce plateau, nous sommes des exceptions, d'une presse louangeuse, entre guillemets, à une presse du ricanement. Et je pense que... Du sarcasme. Je pense que globalement, les journalistes français aujourd'hui, la nouvelle génération de journalistes français, entre 30 et 50 ans, n'est pas à la hauteur. Comme le personnel politique français de 30-50 ans. Ce sont des gens qui ne sont pas à la hauteur, qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas de retenue, et qui ne s'intéressent qu'à la surface des choses. Et ça, malheureusement, dans tous les supports de presse, quoi. Alors, il y a, heureusement, quelques exceptions. Pas sur moi. Non, il y a quelques exceptions. Je pense que quelques chaînes du service public sont encore à la hauteur. Oui, l'ennui, c'est que c'est sur France Inter que ça s'est passé. Oui, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. France Inter tient la rampe, très concrètement. Mais bon, comme toutes les citadelles, elle est assiégée. Ouais. À l'intérieur même, le matin, je ne sais pas si vous écoutez les émissions du matin. Alors moi, oui, parce que je travaille tard, donc je les écoute. C'est catastrophique, quoi. Les types sont dans le... Mais c'est normal, à partir du moment où s'est introduit le système de mesure de l'audience, il a fallu être les premiers. Alors pour être les premiers, il faut faire dans la démagogie. Ah oui, Gabriel, le jugement n'est pas un peu péremptoire, un peu dur sur la baisse drastique du niveau de la presse. Tu es un professionnel, tu es un vieux professionnel, je suis désolé de te dire ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Je te remercie, Papi. Au moins, ça c'est objectif. Voilà, ça c'est objectif. C'est sûr, tu parles. Baisse de niveau. Qu'est-ce qui commande une rédaction? Qu'est-ce qui va demander aux journalistes Coco, fais-moi ça. Le rédacteur en chef. Ouais. Au-dessus du rédacteur en chef, il y a un directeur, un patron, un actionnaire. Voilà. Il y a les actionnaires. Les journaux ont été créés par des journalistes et aujourd'hui sont gérés par des financiers. Voilà. Il faut faire du chiffre. Audimat d'un côté, vendre de l'autre. Deuxième chose, la presse écrite a connu une révolution qui a été le changement des maquettes, le format des maquettes, la redéfinition des paginations et de ce qu'on met dans une page. Premier principe qui a été introduit, quand on est sorti des grands formats pour aller au tabloïd, il faut faire court. Il faut aller à l'essentiel. Il faut que ça soit lu. Il faut que ça soit lu, ça veut dire qu'il faut que ça casse la tête. Donc les grandes envolées philosophiques, économiques et autres sur des problématiques posées par l'actualité, non, c'est fini. On va être au fait, mais on donne uniquement la surface des choses pour que ça capte le lecteur, pour qu'il lise court et qu'ils retiennent quelque chose. Okay. On va retenir plus facilement les problèmes de Riveler que la réalité de comment faire en sorte que le CIE soit aujourd'hui dans un débat entre le MEDEF et le gouvernement. On va faire comment en sorte que la dette va peser sur l'économie globale. En deux mots, ce que nous faisons pendant une heure chaque semaine ici. Voilà, oui. C'est ça. Je voulais aller plus loin quand même. Je voudrais aller plus loin. Vous citez deux exemples. Et quand je parle de baisse catastrophique du niveau, je comprends que c'est des éléments hiérarchiques, je l'ai dit moi-même, ces obligations économiques, ces contraintes économiques. Mais dans le questionnement, simplement le questionnement pendant une interview, le rédacteur en chef n'intervient pas. Quand sur Europe 1, c'était ce matin, j'entendais une journaliste, on parle de la crise
de l'agriculture, et la journaliste d'Europe 1 demande au patron, je ne sais plus, je crois que c'était le FDSEA, il paraît que les agriculteurs n'aiment pas trop le ministre, que c'est une pâle copie de ministre de l'Agriculture. Ouais. On est dans le délire. Je cite un deuxième exemple. Est-ce que c'est ça qui est intéressant? On en est au problème de personne, quoi. Ça, c'est la montée en puissance de l'individu. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est blond? Qu'est-ce qu'il a fait hier soir, etc. Et puis, il y a attention, ça, je veux dire, expliquer aux gens que la problématique des agriculteurs, c'est qu'ils sont assiégés par une papasserie, par des tâches administratives. Mais comme tout le monde. Dont aujourd'hui, aucun d'entre nous ne peut dire quel est le contenu. Oui. C'est-à-dire qu'on nous répète ça. Bruxelles balance. Oui, moi, ce que j'attends du journaliste, c'est qu'il puisse dire. Travailler sur ça. Est-ce que c'est vrai? D'abord. Ok. Et puis si c'est vrai, nous le montrer. Qui c'est qui l'exige? Est-ce que c'est l'État français ou est-ce que c'est l'Europe? Une question sur pourquoi vous êtes dans la rue, et puis deuxième question, troisième question, quatrième question sur des problèmes de personnes. Mais le truc qui m'a le plus choqué, c'est ça. C'est la mort de M. Fraisse, Rémi Fraisse, le jeune homme qui a été tué accidentellement par une grenade offensive. Aucun journaliste écologiste sur une retenue de barrage. J'ai fait, alors là, je me suis dit non, il faut que je fasse ce travail. J'ai repris toutes les dépêches, j'ai fait le travail que sur la presse écrite, parce que bon, je n'avais pas les enregistrements. Le type, a priori, il reçoit une grenade entre son sac à dos et son cou. Et la grenade explose et sa colonne vertébrale. Il meurt sur le coup. Le lendemain, on nous dit qu'on a trouvé, que les gendarmes ont trouvé un corps, c'est bien ça, ont trouvé un corps par terre, et donc ils l'ont ramassé, ils l'ont amené pour l'autopsie, ils n'ont pas trouvé de sac à dos. Ok? Ils n'ont pas trouvé de sac à dos. Aucun journaliste n'est venu dire ou écrire, attendez, il y a un problème. Le mec est dans une bande qui attaque les flics. Il reçoit une grenade, ses propres potes le laissent par terre et piquent son sac à dos. Parce que les gendarmes ont demandé aux proches de rendre le sac à dos pour pouvoir prouver que c'est le sac à dos qui a reçu en fait le truc. Tu te rends compte qu'aucun journaliste n'a demandé ni aux enquêteurs, ni à la famille, mais les frères... Connaît-il? Est-ce que les potes qui étaient avec vous ont laissé le petit mec par terre sans l'aider? Mon pas ça, en camarade, mais qu'à tomber, puis en grenade, mais qu'à prendre, mais qu'à mener. Il laisse ce petit bouga là, et puis il parti, et puis sac à dos, petit bouga. Et puis ce journaliste pas posé question. Voilà la problématique, tu vois. Donc c'est question de niveau professionnel. Les mecs ne font plus leur métier, quoi. C'est terminé, quoi. Messieurs, j'insiste auprès de vous de façon solennelle pour ne pas autoriser. Procès terrible de la profession. Mais c'est pas un procès de la profession. Non, monsieur, on tourne. Non, ce que je demande, je vais le formuler très clairement et sans effet de manche, c'est que dans chaque journal, dans chaque média, il y ait quelqu'un qui dise, là les mecs, stop. Voilà, tu as on a compris. Non, Gabriel caricature mon propos. Je n'ai pas caricaturé. Tu as dit procès. Non, je n'ai pas fait de procès. Non, simplement, c'est que là-dessus, sur la problématique de comment les journalistes travaillent aujourd'hui, la baisse de niveau. La baisse de niveau, aujourd'hui, tous les journalistes qui sont en rédaction reçoivent une formation et un diplôme de l'école de journalisme. Les trois quarts des grosses vedettes aujourd'hui des médias français, ce sont des élèves, ils sont tous diplômés de l'école supérieure de journalisme de Lille, qui est la Mecque de l'école de journalisme de France. Ils sont tous niveau Sciences Po. D'accord ? S'il y a une baisse du niveau de journalisme, cela veut dire que le niveau Sciences Po aujourd'hui requis pour entrer à l'école de journalisme, pour sortir, ce niveau Sciences Po peut être inquiétant dans la mesure où aujourd'hui, quand on regarde ce qui est produit, n'est pas du niveau de ce qui était produit il y a peut-être 20, 30 ans, 40 ans. Donc c'est inquiétant. C'est inquiétant pour aussi les organismes d'État, les organismes exécutifs, puisque qui dit Sciences Po dit INA, il y a un niveau de formation supérieur, c'est-à-dire qu'il y a c'est un niveau de formation où il y a un bachotage phénoménal, il y a un entonnoir pour entrer dans l'école, on sort un diplôme, mais en réalité ça donne quoi au niveau de la pertinence, de la percutance
et de la capacité à analyser les phénomènes et à proposer des solutions pertinentes, ça ne donne pas grand-chose. Si Sciences Po devait le faire de bons journalistes, ça se saurait. Mais de bons... Il y a beaucoup... de bons ministres, de bons chefs. Oui, mais le problème, c'est que... Qui n'a pas fait ça aujourd'hui? La plupart des médias, il faut savoir, la plupart des rédactions de France, quand ils embauchent un jeune, on lui demande son diplôme. Si c'est pas Gilles Lille, il a déjà un problème, il est déjà sous-considéré. On va dire que ça veut rien. Oui, mais attends, ça veut rien dire. Mais tu arrives à un niveau où... Qu'est-ce qui se passe? Tiens, Gérard, les presses d'avant, tu avais un journal par sensibilité d'opinion, d'accord? Aujourd'hui, mis à part Le Figaro, qui est clairement positionné, mis à part l'Humanité, clairement positionné, entre les autres, quand tu vas lire un article sur un phénomène, sur un dossier, tu retrouves la même chose. Tu retrouves peu ou pour la dépêche AFP. Ouais. Alors, messieurs, alors, j'insiste auprès de vous de façon solennelle pour ne pas autoriser l'océanisation du navire Le Cosette, dont vous êtes propriétaire, dans l'espace maritime caribéen. Votre décision ne doit pas se limiter à des calculs froidement économiques. Quand le préfet a reçu ça, il dit bon d'accord, il prend une coulée, il floupe. Commentaire? Non, il faut quand même rappeler. Je crois que non, moi j'ai pas de. François Thier a rappelé un truc très important. Très important. Le navire a été désamianté, nettoyé et tout. Non. Vous vous rappelez, il y avait eu un scandale en Côte d'Ivoire. Un bateau qui avait transporté 10 000 tonnes, 10 000 fûts toxiques de produits qui avaient empoisonné des populations, etc. Ben, c'est ce bateau-là. C'est ce bateau-là. C'est ce bateau-là. Il avait un autre nom à l'époque, mais c'est ce bateau-là. Bon, il faut rappeler ça aux gens, quoi. On nous finit ça, foutez ça en fond la mer et puis nous finit ça. D'accord, on n'a pas sur autre. Alors voilà. Justice, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus profond, beaucoup plus martiniquais. Un petit journal, regardez, c'est en papier. C'est comment ça fonctionne le journal. Ça se prend, ça s'ouvre. Alors on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme des tablettes. Ça ne marchera pas. On le prend là. Ou alors, non, pourquoi vous ne croyez pas que je fais la propagande communiste? Ou alors celui-là, voyez-vous? Bon. Et puis, alors, vous verrez quand Yann ne m'a pas porté un tia pour lui faire la même chose. Et que François Antilles, pareil, il arrive les mains vides, il se croise les bras et puis il goguenarde. Tu ne l'as pas encore lu ce matin? Je l'ai lu numérisé, mais enfin, le papier, par pitié, le papier, l'odeur. Le papier, l'odeur d'imprimé. Pas le papier. Alors, messieurs, nous allons donc dans Justice parler d'abord de l'éditorial de M. Belrose, qui nous dit que le Rassemblement martiniquais pour le changement est en ordre de bataille pour décembre 2015. Il explique qu'il y a 2 camps, celui de la responsabilité. Il y a 15 jours, ça. Non, c'est celui-là, c'est dans celui-là. Non, mais le rassemblement. Oui, mais il y a un lait toujours, donc parce que il y a un lait toujours. Bon, celui de la responsabilité, laissons continuer. Et le camp du néo-PPM est de la droite. On passe ce coup de la responsabilité, on passe ce coup du néo-PPM, c'est la politique, vous me direz, c'est comme ça qu'on fait, on ne sait pas des bisounounous. C'est-à-dire de tous ceux qui, en 2010, s'étaient ligués pour abuser le peuple martiniquais et le pousser à voter contre l'autonomie dans le cadre de l'article 74 de la Constitution. C'est vrai, incontestablement vrai. Vous avez quelque chose à dire? C'est vrai. Oui, j'allais dire pour une fois quelque chose de très vrai dans ce journal-là. Mais c'est vrai. Bon, je continue. Le magnifique et vivifiant semblé c'est politique du dimanche 26 octobre à Lucos signe que les 1000 compatriotes qui ont fait le déplacement souhaitent ardemment la construction d'une liste unique dès le premier tour. Alors là, je vous demande votre avis. Est-ce que les 1000 personnes qui sont venues là souhaitent une liste unique pour le premier tour? Si tu veux pas télé, pas de venir. D'accord, ta réponse c'est bien, c'est bref, concis, efficace. Ils sont pour le liste unique. Bon, moi j'aimerais sortir de ça. Et je vais répondre à ta question. Ouais. Je fais la commentaire de presse et de l'édito. Oui, non, mais je commente ton commentaire. Ça m'intéresse parce que ce qu'il faut que les gens retiennent, c'est que le mode d'élection à l'Assemblée unique, on va appeler ça comme ça, Assemblée unique pour... Non, Elie, non, mais bon... Rentrons pas dans cette confusion qui confond tout le monde. Non. Aujourd'hui... Est-ce que les gens sont conscients de ça, de la nécessité de l'élection? Tu me dis, voilà. Bon. Non mais j'ai quand même le droit de m'exprimer et d'employer les mots que je souhaite. Parce que, messieurs, nous devons faire la pédagogie, tu as raison. Simplement, les gens aujourd'hui, parce que nous avons mal fait la pédagogie pendant, quand je dis nous, je ne m'excuse pas à tout le monde à parler d'assemblée unique.
Il y a eu quelques exceptions, mais tout le monde a dit vous allez voter pour l'Assemblée unique. Donc les gens dans leur tête, ils vont voter pour l'Assemblée unique. Alors on leur explique en disant, bon attendez, vous allez élire l'Assemblée de la future collectivité territoriale de Martinique. Très bien, mais les membres en plus ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que compte tenu du mode électoral, il est impossible aujourd'hui que plusieurs listes représentant chacune une opinion, comme tu disais tout à l'heure, particulière, singulière, réduite, puissent aller à l'élection en espérant avoir des élus. C'est impossible. Ok. Est-ce que les gens ont compris? Nous l'avons compris. Est-ce que tu penses que les gens ont tous compris ça? Moi, je crois que ce n'est pas encore totalement acquis. D'accord. Je crois qu'il faut convenir. Mais c'est que depuis quelques semaines, depuis 2-3 mois, disons, en tout cas dans les réunions auxquelles j'ai participé, progressivement, d'abord les dirigeants des partis qui n'étaient pas informés, qui n'avaient pas lu la loi de 2011, puis les militants, puis les sympathisants ont pris conscience de ça. Et que, pour revenir à ce rassemblement du COS, moi je crois que beaucoup de gens ont bien compris qu'effectivement, pour ce camp-là, cette sensibilité-là, elle était important qu'il y ait une liste unique. J'aimerais dire, parce que les gens vont me dire, oui, mais moi je les entends, parce que je fais des présentations publiques de ça. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons, mais il y a une raison qui est simplement technique. Allons comparer, élection régionale, tu peux faire ta petite liste au Robert, prendre tes 60 camarades masculins et féminins et faire une petite liste et la déposer, et tu as une chance peut-être d'avoir des élus. Par contre, demain, tu es obligé de faire une liste où tu as des gens qui viennent du Nord, du Centre, Atlantique, de Fort-de-France et du Sud. Et chaque fois que tu fais ces 4 petites listes que tu dois rassembler, il faut que tu aies des hommes et des femmes à parité. Ça veut dire en clair que l'individu qui veut faire sa petite liste au Robert, il peut la faire au Robert, mais il faut qu'il fasse exactement la même dans le Nord, dans le Centre Atlantique, à Fort-de-France. Et ça veut dire 64 personnes. Oui. Tu imagines bien que c'est impossible à trouver. Oui, mais ce que je vais vous suggérer, c'est que ça, il faut le faire et le refaire à toutes les occasions de le faire. Mais laissez-moi mettre le timing de ça. Laissez-moi mettre quand le temps va arriver, on va peut-être passer une émission entière à reprendre le texte et faire tout ça. Pour l'instant, nous savons la nécessité politique, et technique même. Mathématique. Merci. Bon, mais est-ce que les gens en sont conscients? Restons à ce niveau de l'observation. On peut être dans la philosophie. Parce que moi, je préfère que Justice, le progressiste, Antilla, nous-mêmes, Business News et France Antilles, donnions davantage la parole à l'explication qu'au fantasme de stratégie politique. Parce que c'est pas une attaque contre Justice, ni contre le progressiste, ni contre qui que ce soit. Mais ça ne sert strictement à rien de faire croire à un certain nombre d'élus qu'ils seront sur une liste. Ça ne sert strictement... Tu vas encore plus loin. Hein, non, mais tu vas encore plus loin. Attends, mais nous avons d'autres sujets qui vont entraîner ces réflexions. Revenons au... Est-ce qu'ils sont convaincus de la liste unique? Bon. La question... Et c'est pas peut-être à nous de les convaincre. C'est pas qu'ils sont convaincus. C'est leur job. C'est pas de savoir s'ils sont convaincus. On va en mettre l'école. Ils sont tous convaincus. Ils sont tous convaincus qu'il faut faire une liste unique. Il faudrait qu'eux ils disent. Mais la question, c'est liste unique derrière qui? Et cette question, liste unique derrière qui et avec qui, c'est la question qui agite et qui anime les négociations dans ce groupe-là auquel appartient le Parti communiste et autres, comme la question anime la droite, comme cette question anime également la majorité régionale. Enfin, la majorité régionale, à mon avis, c'est réglé. Il n'y a pas de débat. Il y a encore des petits détails à régler. Bon, cela veut dire qu'aujourd'hui, on n'en est pas... La problématique de la collectivité unique impose que sans une liste renforcée par des partenariats politiques, des renforts de personnalités et autres, la probabilité de pouvoir exister, de s'asseoir dans l'Assemblée qui va constituer la collectivité demeure, mais la question à savoir, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une liste unique, il ne s'agit pas seulement d'avoir 64 personnes,
il s'agit aussi de savoir mobiliser l'électorat de façon à ce qu'on ait une chance d'avoir des élus sur l'ensemble des 4 sections. On a compris ça. Je vous arrête là. Oui. Autre point est développé toujours dans l'édito de Belrose, c'est qu'il avance comme élément que, en fait, en phase 2, décembre 2015 approchant, l'Alliance en face essaie de présenter les responsables, enfin le groupe de la responsabilité, comme des gens qui sont regards. Ils sont prêts à les ringardiser. Bon, je ne vais pas revenir à la caricature de Jurassic Park, etc. Mais bon, en fait, il a ça à l'esprit lorsqu'il écrit ça. Comme si en face, l'Alliance pour une Martinique nouvelle se présenterait comme étant empreinte de modernité, quoi, de jeunesse, et que ceux qui seraient dans le groupe Modémas, MIM et ADMPC seraient des regards. Bon, il le dit. Bon, alors, est-ce que c'est ça la problématique? Est-ce que c'est ça le jeu? Ce n'est pas ça la problématique. Donc, lui, il veut évacuer cette problématique. Ce que dit mon ami Maurice Belrose, c'est qu'il y a une volonté, il y a un certain nombre de thèmes. Hein. Premier thème, nous avons la Martinique avance. Deuxième thème, les autres veulent revenir au passé, ils sont des ringards, ce sont des revenants. Et troisième thème, nous, avec notre nouveau plan, nous sommes en train de préparer la mutation de la Martinique. OK ? Bon, donc, effectivement, il y a une volonté. Comment faire Est-ce que le dire suffit à se battre contre ça? Alors, effectivement, la première chose, c'est que la Martinique n'avance pas. La deuxième chose. Mais la regardisation. Au capiche, moi, qu'on mais tu vas lever. Deuxième point. Le problème, le débat je crois que dans ce journal, il y a l'intervention de Lise qui est excellente. Le débat des anciens et des modernes, qui est un vieux débat. Bon, nous savons tous, ceux qui sont partis, qui ont fait de la politique, en étant entrés dans les écoles de formation politique, que c'est une vieille idée réactionnaire d'opposer les jeunes aux vieux. Oui, mais c'est une réalité. Et que par conséquent, comment les vieux font lorsque les jeunes se posent à eux? Le problème, c'est qu'il faut faire comme l'armée. C'est ce qu'a dit d'ailleurs. C'est pas Lise qui a dit ça, je crois que c'est Nilor qui a dit il faut faire comme l'armée de l'an 2 pendant la Révolution française. Il faut faire l'amalgame. Les révolutionnaires ont fait l'amalgame entre les vieux officiers de l'armée royale et les jeunes officiers de la Révolution. Donc tu penses que c'est à ça qu'on va... C'est ça. À quoi on va... Bon, voilà. D'accord. Non, mais c'est une sorte de... Oui, on va appeler ça un baron de donneur. Ouais. Bon. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous a échappé là. Si la question problématique vieux-jeune s'est posée, c'est parce que cette problématique s'est posée à l'intérieur du groupe constitué des patriotes, des démocrates et des anticolonialistes. Si cette question est venue en tribune... La question de Tavernier et sur la une d'Antilla. Je ne parle pas de Tavernier, je parle aujourd'hui. Claude Lise a été le premier à tirer cette salve sur ce jeunisme, cette tentée. Pour quelle raison? Parce qu'au sein de son parti, comme au sein de ses alliés, la question de l'âge est posée. La question du renouvellement, en fait, c'est la question du renouvellement du personnel politique. Si aujourd'hui, Claude Lise, en fait, a imposé à son parti de faire cette alliance, quitte lui-même à sacrifier son ambition, c'est que la capacité à pouvoir dire c'est toujours les mêmes qui sont là, c'est un argument qui a été avancé et qui pèse toujours dans quelques discussions qu'ils ont. Marie-Jeanne Lise, ça a fait 30 ans, ils sont là. Oui. Alors, en conclusion de l'édito, il nous est dit que le rassemblement sera au rendez-vous de décembre 2015 avec des propositions réalistes et convaincantes relatives à l'économie, à l'emploi, à l'éducation, à la démographie. J'attends ça parce que Didier et moi, on va analyser ça avec précision. Gabriel aussi d'ailleurs. À notre rythme. À la protection de l'environnement, à l'ouverture sur la zone Caraïbe, Amérique, etc. Nous sommes déjà en mouvement et nous marchons à notre rythme. Sans nous laisser imposer un calendrier par qui que ce soit. Qui c'est qui vous imposerait? C'est pour nous au cœur, en tout cas, c'est ça, alors. Nous sommes écoutés. Merci. Bon, très rapidement, Margot Vulsin qui sent mauvais, qui est pourri et tout, c'est une catastrophe, on ne va pas commenter ça. Hein?
On parle de quoi, là? C'est une catastrophe. On parle toujours de justice qui fait état de ça. Ouais. Oui, l'hôpital, oui, c'est l'hôpital. Ah bon? Pas les élus. C'est quand même un comble pour un hôpital neuf. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. L'entretien, une mauvaise conception. Les travailleurs toujours vous, de l'hôtel Club des Trois-Îlets étaient dans l'attente de la décision de la Cour d'appel, qui a décidé effectivement de surseoir à la liquidation de l'hôtel Club 2. Alors vous avez remarqué que pour Velette Madina, pareil, la Cour d'appel a réformé la décision prise par le tribunal de commerce. Je vais là sur un terrain très glissant. Attendez-moi si je pars. Oui. Que Batelière, de renvoi en renvoi, par contre, bénéficie des plus grandes grâces et que, en fait, il semblerait que plus on doit de l'argent et que plus il y a du monde, plus on a le droit de rester, de prendre du temps, de tourner. Voilà ce qu'on appelle une interprétation. Non, c'est comme ça. C'est une question. Là, il y a 27 personnes, donc effectivement, liquidez-moi ça, avaient été laissé des graffitis sur les murs et tout. Moi, je suis surpris de voir que ce soit des juges à la Cour d'appel de leur conteneur là-haut, qui comprennent les réalités économiques de l'île et qui réforment des décisions prises par des juges qui sont indigènes. Et qui sont... Non, ne fais pas de commentaires, mais moi je le fais, et puis je prends mes responsabilités. Non, ce qu'il faut expliquer aux gens pour qu'ils comprennent bien, c'est qu'au tribunal de commerce, c'est un tribunal qui est organisé autour de juges qui sont des non-professionnels, c'est-à-dire des chefs d'entreprise. Qui sont issus du commerce et de l'industrie, etc. Qui sont des chefs de commerce et qui devraient comprendre. Non, mais qui sont quand même... Au fait de l'économie. Non, mais qui connaissent l'économie. Et puis surtout, il y a quand même à l'intérieur, en fait, parmi eux, un juge professionnel. Ok, il y en a un. Tandis qu'à la cour d'appel, ce sont des magistrats professionnels. Donc ça pose très clairement la survivance d'une organisation mixte. Et n'oubliez pas que, on l'a vu là récemment et c'est dans l'actualité, il y a une tentative des plus hautes autorités de supprimer définitivement le caractère non professionnel des juges. Et prud'hommes. Des juges, de manière générale, non. Des prud'hommes, mais là, c'est avec le tribunal de commerce, c'est le système de l'échevinage voilà, qui existe au niveau du tribunal de commerce. C'est-à-dire, il y a un juge professionnel et il y a des juges non professionnels. Comment ça se passe? Je ne vais pas rentrer dans ça, mais il ne pas que pour Velette Madina, pour l'hôtel, c'est la Cour d'appel qui décide de laisser ces gens-là travailler encore parce qu'ils ont des perspectives de reprise de leur activité. C'est tout, je fais un commentaire comme ça, c'est tout. Je dis. En tout cas, il faut s'en féliciter. Il faut s'en féliciter. Il faut s'en féliciter. On aura compris. Parce que quand même, il faut tenir compte de l'angoisse de ces personnes. Mais et il faut se féliciter aussi qu'on a permis la reprise de la TV. Alors, on peut critiquer que c'est les mêmes qui recommencent, mais je pense que... là, ça ne va pas être les mêmes. Hein. Non, c'est un groupe qui est complètement nouveau et ça ne va pas être les mêmes. En tout cas, apparemment, même s'il y a quand même un certain nombre de personnes qui vont rester malheureusement sur le carreau, il semblerait que l'essentiel de la rédaction est reprise. Oui. Non, pour la TV, il a fallu vraiment qu'ils aient cherché plus gros, plus fort et tout à fait différent. Parce que ça fait 3 ou 4 fois qu'ils ont fait ça, il fallait arrêter. Faut arrêter. Alors, il y a la saison Para et Guichot dans Para qui est le spécialiste de... C'est l'ennemi, le juré de justice. Mais oui, non. Alors, dans ce journal néo-stalinien, il y a un vent de démocratie qui souffle. Il y a un débat super... C'est à cause de Michel. Et c'est à cause de l'émission Le Kiosque. Un débat super intéressant entre deux économistes, Richaud Banchi ou Banchi tout seul et M. Para, sur la façon de considérer la croissance, le chômage, les indices à prendre en considération. On ne va pas rentrer là-dedans, parce que c'est tellement haut que j'ai compris, mais je me suis accroché. En une phrase. Oui, vas-y. En une phrase. La question qui est posée à travers ce débat, c'est la nécessité d'utiliser la science économique et la statistique non pas pour abuser le public, mais pour l'éclairer. Non pas pour faire de la politique. Pour l'éclairer. Mais pour avoir une connaissance exacte de la situation économique. Je prends un exemple. Ouais. Tous les observateurs savent que la croissance économique, même si cet élément-là est discutable, le PIB, le produit intérieur brut,
n'a pas augmenté de 3% à la Martinique entre 2011 et 2013, comme dit par le directeur de la statistique régionale et repris par le président du conseil régional, mais que cette croissance économique a été de 0,5 au mieux, etc. Tu me fais arrêter, parce que le débat que vous avez fait, il est trop haut, il est trop complexe avec des facteurs déflation. C'est tout pour entre Marajo, toi et peut-être moi si je m'accroche. Mais seulement un truc qui est clair et simple, c'est le cabinet économique DME, toujours dans ce journal, qui explique que la croissance économique est plus faible de tous les DOM pour la Martinique depuis 2008 avec 3 tableaux et il montre ça. Ça c'est très clair. Le cabinet... Là c'est à mon niveau, ça c'est à ma compréhension. C'est pour ça qu'il faut que vous alliez dans la justice pour comprendre comment ça se passe. Alors, en 2 mots, le cabinet DME économique. DME c'est didacticiel et modélisation économique, qui est un cabinet privé d'économie dirigé par un professeur de tendance néolibérale, M. Olivier Sudry, qui connaît bien l'économie de la Martinique puisqu'il a travaillé, il a été missionné à de nombreuses reprises par la Chambre de commerce, il a été aussi missionné par l'Agence française de développement. Et comme par hasard, au même moment, il sort un document où il compare l'évolution de la croissance économique dans l'ensemble des DOM depuis 2008 et il établit de manière, et en s'appuyant sur l'INSEE et principalement... Je dis, pour aller plus vite, la croissance martiniquaise est la plus faible de tous les DOM, elle est de plus 0,2% entre 2011 et 2013. Deuxièmement, il dit qu'à partir de 2011, la croissance martiniquaise décroche par rapport à celle de Guadeloupe. Il dit que les écarts de richesse en faveur de la Martinique se réduisent de 75% supérieur à celui de la Guadeloupe en 2008. Le PIB de la Martinique n'est plus supérieur que de 5,3% en 2013. Et puis il dit que depuis 2011, la consommation, c'est très bien, décroche à la Martinique. Malheureusement, la consommation, c'est l'économie. La consommation et l'investissement. Et puis il dit aussi l'investissement privé et public continue de baisser, et puis il publie des graphiques. Le dimanche 9 novembre, vous faites votre entrée à la folle, vous serez une dizaine peut-être Le dimanche quand même. Pas parce que vous n'êtes pas un parti puissant avec beaucoup de... D'abord, mais le dimanche, vous avez la messe, mon Dieu. Je n'ai pas compris ça, les artistes. Le dimanche, c'est pour la messe, mon Dieu. Et, il y en a beaucoup qui vont à la messe le dimanche. Qui disent y aller. Parce que dimanche, il y en a beaucoup. Oui, parce que c'est comme... Oui, comme par hasard, autant avant, ils avaient une espèce de coordination entre eux, c'était légal. Maintenant, ils ont tendance à faire en même temps. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas 25 000 presses. Ouais, toi qui couvres là, comment tu fais? Non, mais moi, mais pas. J'espère que j'ai entendu, parce que vous écoutez. Renseignez-vous, appelez le sieur, mettez-vous d'accord, décalez, pour que sinon vous ne serez pas couvert. C'est pas le sieur, c'est quoi? C'est le MPF, je crois. Non. Il y a le sieur aussi qui fait une réunion le même jour. Il y a l'UMP, il y a la FMP, il y a le PCM, j'attends le 4e. Des extraits de Francis Carole et des extraits de... Non mais attends, c'est extraordinaire, c'est que Michel Branchi a cité un économiste néolibéral. Le nombre de fois, il a mis sur l'économie. Mais tu peux vous garder d'accord et puis... Non mais c'est bien. Non, c'est bien l'évolution, c'est bien. Michel m'a dit, pitch-moi quand tu pitches. Monsieur le progressiste, je consacre beaucoup trop de temps à la justice. Le progressiste, mi-pays moins, dynamiser l'économie martiniquaise. Alors, la région, en fait, explique comment elle fonctionne, comment elle accompagne les porteurs de projets. C'est une photographie, comment ces activités favorisent l'accès au crédit. Elle explique, c'est dans un édito, comment, c'est-à-dire que c'est un chapitre qui s'appelle Mi-pays moins jeudi, dynamiser l'économie martiniquaise. Donc la Martinique avance, c'est une formule qui nous donne des boutons. Elle donne des chiffres, la région en chiffres, elle parle de la maison d'entreprise, les appels à projets jeunes entrepreneurs, le partenariat région... Quand tu dis elle, c'est qui? Non, il. Ah, d'accord. C'est signé de qui? Le parti progressiste qui, dans son édito de son... il ne s'est pas signé. Explique comment la région travaille. Voilà, alors c'est elle, du coup, c'est elle la région. Et puis, elle a institué un partenariat région BPI France, ça permet l'exportation, aider à l'exportation. Et puis, en tous les cas, de 2010 à nos jours, 5 000 entreprises ont été aidées, soit 285 millions d'euros injectés dans l'économie locale. Commentaire sur les chiffres, monsieur Chiffre. Non. Le chiffre. Non, mais très objectivement, Michel ne sera pas forcément d'accord, mais il y a un élément qui est quand même présent dans les statistiques, c'est que l'effort d'investissement de la région Martinique entre 2010 et 2014
est largement supérieur à ce qu'ont fait toutes les autres régions avant. Bon, même en valeur constante. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir si ça a un effet, un effet macroéconomique qui soit mesurable et qui soit visible. Et moi, je n'arrête pas de dire aux hommes politiques, quels qu'ils soient, et surtout ceux qui sont au pouvoir, vous n'avez pas les moyens de changer la donne macroéconomique avec vos propres investissements. Bon. Évidemment, certains disent, oui, mais attendez, si on ne fait pas... Mais l'effet levier, vous me parlez... Attends, justement. Si on ne fait pas, nous, directement, ça va être pire. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Si on ne met pas 285 millions, eh bien, ça va être pire. Oui, mais maintenant, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de faire moins, c'est de faire beaucoup plus. Or, ça nécessite, et c'est ça le vrai débat. Ouais. Le vrai débat, c'est que ça nécessite un changement de, on va dire, de mode de réflexion. Je vais employer le mot paradigme, mais de système de pensée. L'idée, c'est de dire, il faut arrêter de travailler sur les mêmes registres, il faut innover totalement. Il faut innover totalement. Alors, il y a des gens qui disent, mais ça veut dire quoi innover totalement quand on est président du conseil régional? Ben, innover totalement, ça veut dire, par exemple, rassembler l'ensemble des gens qui investissent dans l'île et investir ensemble sur un certain nombre de secteurs qui sont directement créateurs d'emplois. Par exemple, quoi? Aujourd'hui, on a des gens qui travaillent dans l'agriculture. Ces gens-là, ils ont besoin de quoi? Ils n'ont pas besoin de débouchés, les débouchés sont là. Il y a une demande qui est largement supérieure à la production agricole locale. Ils ont besoin d'être payés. Tout simplement, le type apporte ses tomates, 10 jours après, il faut qu'il soit payé, c'est tout. C'est ça qui manque. Ils ont besoin aussi d'innovation en matière de phytosanitaire. Oui, ils ont besoin de tout ça. Ils ont surtout besoin d'être payés. Parce que pour acheter les produits, pour ça, il faut qu'ils soient payés. Or, l'investissement, ce serait quoi? C'est de dire, écoutez, on fait une caisse de péréquation sur les prix et on fait une caisse de soutien d'avance remboursable. Ça veut dire que comme la grande distribution ne peut pas payer ou ne paye pas la SICA ou la coopérative, ok, pas de souci. On fait un fonds politique, public, qui dit, ok, vous ne pouvez pas payer ces messieurs parce que vous n'avez pas de trésorerie, on les paye à votre place, mais vous nous devez l'argent. Tu vois, tu finances l'exploitation. Voilà un investissement immédiatement faisable, puisqu'il y a de l'argent, et qui donne tout de suite de l'opérationnalité. Or, ces types-là pensent, comme Etchimi, comme d'autres, pensent qu'en allant sur des secteurs d'investissement direct, en particulier le BTP, etc., ils vont générer de l'emploi. Non, ils génèrent de l'emploi immédiatement pour des durées extrêmement courtes. Alors, il faut que je le dise parce que c'est très important. L'homme politique pense qu'il est un chef d'entreprise. Eh bien, il faut qu'il oublie ça. L'homme politique doit investir là où le système est défaillant. Et aujourd'hui, le système est défaillant. Ou en Martinique, il est défaillant dans le financement de l'exploitation. Les banquiers sont devenus de vrais fumistes en Martinique. Ils ne financent pas l'exploitation sur des petites sommes. Est-ce que tu te rends compte qu'une dame, je cite un exemple, un vrai exemple, une dame qui a une terre chlordéconée au Lorrain, ok, qui a besoin de 15 000 € pour faire de la culture hors sol, sous une serre qu'elle a déjà, va demander à une banque locale de lui prêter 15 000 €. Les types lui disent, madame, nous voulons une garantie sur 15 000 €. Et madame là, quand il s'est sur une garantie, et pas ni garantie. Voilà. C'est ça, la réalité. Ok. Non, mais ce que dit Eddy est fondamentalement vrai. C'est que... Si vous êtes d'accord comme ça, les Michel va être un petit peu cher, là. Tu veux que je mette... Ben, un petit peu, là, je vais mettre la dizaine. Bon, d'accord. Tu rappelles les chiffres, là. Ils ont investi combien? 200 et quelques... Ils ont investi 285 millions de 2010 à nos jours.
En 4 ans, c'est le chiffre d'affaires je savais que tu allais dire un truc comme ça. C'est le chiffre d'affaires annuel de... C'est 2 hypermarchés. Oui, mais tu vois, c'est ce que j'allais dire, c'est que balancer des millions comme ça, on est encore dans l'illusion que le bon peuple dit maman, toutes ces boucles qui fait bagaille, tout ça millions, il y a bassé maintenant. Bon, en réalité, c'est ridicule. Une chose qui m'a plu et que j'ai apprise dans le journal Le Progressiste, achetez-le lui aussi, c'est qu'il y a eu un accord de création d'un réseau pour l'emploi des régions ultra-périphériques de l'Union européenne. C'est-à-dire que les RUP, les régions ultra-périphériques, ont pris le truc à l'envers, c'est-à-dire qu'ils se sont réunis ensemble. Ils ont dit, nous allons trouver des conditions de créer l'emploi, nous allons créer des conditions d'agir sous les pays auxquels nous appartenons, nous allons leur faire comprendre que les règles européennes doivent s'appliquer chez nous. C'est un peu comme ce rapport des députés, ce rapport interne des députés qui disent qu'on ne peut pas appliquer ipso facto comme ça les règles européennes, d'être plus intelligent, et c'est signé par la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, la Martinique. Mais c'est bidon. C'est bidon. Mais c'est une oui, volonté. Mais c'est bidon, mais c'est exactement ce qu'on vient de dénoncer. C'est des types qui pensent que, grâce à leurs investissements, ils vont faire bouger l'économie. Non, ils pensent à agir au niveau d'application de la loi, ils pensent à agir au niveau de particularité. Il y a des personnes, des élus, il faut bien qu'ils essaient d'influencer l'Europe pour ce sens. La vraie question à se poser, c'est, compte tenu de la situation dans laquelle toute l'économie mondiale se trouve, et encore plus la nôtre, qu'est-ce qui peut être fait et qu'il soit pertinent, ou qu'est-ce qui peut être fait et qu'il ne soit pas néfaste. Moi, je regarde qu'aujourd'hui, le regard se tourne systématiquement et tout de suite, dès qu'il y a un souci, l'homme politique. Que fait-il? Qu'a-t-il fait? Que va-t-il faire? Pendant des années, nous sommes de cette génération pendant des années où le monde économique disait les politiques ne comprennent rien à l'économie. Oui. Aujourd'hui, on dit que font les politiques? S'ils n'ont rien compris pendant des années, pourquoi on leur demande ce qu'ils vont faire? Il faut être logique. Moi, je suis de ceux... d'accord sur le fait qu'ils ne connaissent rien en économie. Mais je suis de ceux, je pense qu'il y a un mot qui résume tout, c'est peut-être le mot de Churchill de Clemenceau, les politiques décident et les autres appliquent. Qui définit la politique monétaire d'un pays? Qui définit la politique d'investissement d'un pays? Qui définit la politique dans le monde? En Europe, c'est l'Europe. Qui définit la politique? Ce sont les chefs politiques. Alors, si les économistes, eux, ne sont pas d'accord avec ce que définissent les politiques, la question est de savoir, est-ce que les économistes ont été suffisamment pertinents dans leur argumentaire pour dire voici la solution qui va être la plus efficace? Ou est-ce qu'en réalité, on n'est pas sur des problématiques et des problématiques de lecture économique qui sont pertinentes à un moment T et qui sont impertinentes à notre moment? Quand on regarde ce qui s'est passé, on était tous embarqués pendant les années 70 sur l'économie libérale. Thatcher et compagnie. Le pays qui n'était pas dans cette mouvance, c'était un pays qui était déjà condamné à l'avance. À la fin des années 70. Ce pays qui n'était pas dans cette mouvance était condamné à l'avance. Aujourd'hui, on s'aperçoit que tous ceux qui ont été embarqués dans cette histoire sont condamnés, non pas condamnés, sont condamnés. Sauf les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis donnent un résultat parce qu'il y a une volonté politique. Donc, messieurs, sans politique, peut-on faire l'économie? Difficile. Deux informations à vous donner pendant que la musique s'achève, c'est qu'il y a des pays, des RUP qui ont un taux de chômage supérieur au nôtre. Les Canaries, par exemple, ont 33,7%. L'Espagne, par rapport à l'Espagne, par rapport à leur pays. Les Madères, 18%, les Açores, 17%, la Réunion, 28,9%, la Guadeloupe, 26%, la Martinique, 22%. Donc nous sommes entre les deux. Et il y a beaucoup de gens qui disent que la Martinique va plus mal que tous les autres. Pays. Dernière information aussi, ça va faire plaisir à Michel. Vous savez qu'il y a une vie au PPM, que les balisiers se réunissent. Il y a eu une élection du bureau du balisier Amilcar Cabral, qui a de la vie au balisier de Sainte-Luce et de la vie du balisier du Grand Nord. Bon, ça c'est mon côté taquin. Voilà. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur.